8h16 sur Europe 1, l'heure de retrouver Sonia Mabrouk et son invité ce matin, le ministre délégué en charge des comptes publics, Olivier Dussopt. Bienvenue à vous et bonjour Olivier Bonjour. Dussopt. Qu'est-ce que vous avez contre les commerçants ? Nous n'avons rien contre les commerçants, nous sommes à leur côté et nous resterons à leur côté. Les commerçants ont envie de travailler, c'est normal, je les comprends. J'ai moi-même de la famille commerçant, ils ne demandent que cela. Et nous avons une situation épidémique, nous avons des contraintes qui doivent s'imposer, des restrictions. Ça nécessite des décisions qui sont très douloureuses et qui le sont en particulier pour eux. Mais nous restons à leur côté, nous continuerons à les aider. Mais quelle logique, monsieur le ministre ? Parce que pour les 16 départements confinés, pas de limitation de temps aux sorties des citoyens, mais la sanction de la fermeture pour les petits commerces en très grande souffrance. Il ne faut pas dire sanction. Il ne faut pas dire sanction. Ils le vivent ainsi. Hein. Ils le vivent ainsi, mais ça n'est pas une volonté de sanction. Loin s'en faut. Je le répète, nous resterons à leur côté. Nous avons mis en place des dispositifs d'aide qui sont des aides massives, avec le fonds de solidarité, avec les exonérations, avec l'activité partielle. Tout ça reste et nous garderons ces dispositifs aussi longtemps qu'il y aura des restrictions. C'est-à-dire que vous dites ce matin que le quoi qu'il en coûte va se poursuivre quoi qu'il arrive. Le quoi qu'il en coûte va se poursuivre tout au long de la crise épidémique. Nous sommes dans une crise sanitaire qui a des conséquences économiques et sociales difficiles, dures pour les commerçants en particulier, pour l'économie en général. Et nous avons la chance, d'une certaine manière, d'avoir les moyens de faire face, de pouvoir financer les aides que nous mettons en place. Quand la crise sera finie, quand l'épidémie aura été jugulée et que l'activité redeviendra une activité normale, alors il sera le temps de débrancher progressivement les aides. Mais nous sommes dans une période de crise et nous resterons aux côtés des entreprises, des Français, des commerçants, aussi longtemps qu'il le faudra. Alors comment très concrètement, parce que ce matin, de nombreux élus des départements confinés réclament, Olivier Dussopt, des aides supplémentaires, rapides, concrètes pour les commerçants pénalisés. Est-ce que vous pouvez faire plus que le quoi qu'il en coûte actuel ? Nous avons un dispositif d'aide qui a été arrêté pour les mois de novembre, dernier mois de confinement, qui a été renforcé au mois de décembre avec la possibilité d'être aidé à hauteur de 20% du chiffre d'affaires, en plus de l'activité partielle. Et nous avons encore renforcé ce dispositif d'aide il y a quelques jours pour les entreprises qui ont la particularité d'avoir des coûts fixes très importants. Nous veillons avec Bruno Le Maire à ce que tous les commerçants puissent être accompagnés et nous avons un dispositif qui est coûteux pour les finances publiques puisque avant les décisions d'hier soir, nous étions sur un coût d'à peu près 6 milliards, 6 milliards 5 par mois et les décisions annoncées hier soir représentent un coût supplémentaire d'1,2 milliard pour chaque mois que nous devrons vivre comme ça en espérant que ce soit le plus court possible. Donc 1,2 milliard en plus par mois, c'est 0,2 points de PIB annuel, ça c'est la version un peu soft, optimiste. Ça n'est pas tout à fait ce calcul-là. Quand nous parlons d'un impact de 0,2 points de PIB, de 0,2 points de croissance, c'est pour traduire les conséquences sur la croissance économique du confinement dans 16 départements annoncé hier soir. Nous avons une prévision de croissance qui est à 6%. Notre estimation est que les décisions annoncées hier soir pourraient nous coûter 0,2 points. Moi, je reste convaincu que le 6% est atteignable. J'en suis convaincu. Attendez, parce que... je comprends pas, il y a eu hier des annonces supplémentaires, un confinement quand même pour 16 départements, et malgré tout, vous gardez la même prévision de croissance. Nous gardons la même prévision de croissance puisque nos estimations nous laissent penser que les décisions annoncées hier soir représentent 0,2 points, donc ça sera un passage de 6 à 5,8. Mais nous avons aussi des motifs d'espoir du point de vue économique. Je mesure bien la difficulté sanitaire, donc ce matin, les difficultés rencontrées. Le ministre en charge des comptes publics nous dit qu'il y a des signes d'espoir alors que 16 départements vont être confinés, qu'on est parti pour 4 semaines, voire plus. Je répète, pour être très clair, je sais la difficulté de la situation sanitaire, je sais la difficulté rencontrée par les commerçants. Nous avons des indicateurs économiques qui, malgré la crise, malgré les difficultés, nous donnent des motifs d'espoir sur la capacité de rebond et la capacité de relance de l'économie française. Par exemple, au mois de janvier, la TVA que l'État a encaissée, qui est un versement quasi automatique, est 2 milliards supérieur à notre prévision. Elle s'élève à 19 milliards 4. C'est peu ou prou, à quelques dizaines de millions d'euros près, le même montant que ce que l'État avait perçu en janvier 2020, avant le début de la crise Covid. Donc ça signifie que l'économie résiste. De la même manière, au 3e trimestre 2020, nous avons connu une très forte croissance. Au 4e trimestre, l'investissement des entreprises a résisté. Et donc, nous sommes dans une situation qui est difficile, je le répète. L'économie résiste, mais les Français résistent de moins en moins. Je vous donne un exemple concret, parce que les secteurs qui sont très fortement touchés sont ceux du tourisme, de la restauration, de l'aéronautique. Est-ce que vous dites ce matin que l'accompagnement se prolongera bien au-delà de la fin des mesures de restriction ? Nous savons qu'un certain nombre de secteurs, vous les avez cités, l'événementiel, l'aéronautique, évidemment l'hôtellerie, les cafés et la restauration, mais il y en a certainement d'autres moins exposés médiatiquement, qui vont connaître des difficultés au-delà de la crise épidémique. Au-delà de la fin de l'épidémie, ces secteurs seront en difficulté. Tout à l'heure, j'ai dit
qu'à la fin de la crise épidémique, il faudra débrancher les aides progressivement. Progressivement, c'est aussi faire attention. Mais vous à ce pensez que dans que les c'est le secteurs moment qui le aujourd'hui, nécessitent. ce matin, de nous dire à ce micro qu'on va commencer à débrancher Mais les aides quand la crise, alors qu'on ne voit même pas le bout de la fin du tunnel. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Je ne commence pas en disant nous allons débrancher. Je dis quand la crise sera terminée, il faudra commencer à débrancher progressivement. Mais pourquoi tenez-vous à le dire? On dirait que vous cherchez à envoyer un message, peut-être d'ailleurs à l'Europe, à Bruxelles, qui nous demande davantage d'efforts et de lever le pied sur tout ça. Tout simplement parce que c'est d'abord ma responsabilité de le dire, puisque après la crise, il faudra revenir à un niveau plus soutenable de dépenses publiques. Nous avons confié un certain nombre de travaux à une commission présidée par Jean Arthuis. Les parlementaires, la Cour des comptes se penchent sur ce sujet-là. Et il serait surtout irresponsable de ne pas le rappeler. Et donc, il faut savoir préparer la sortie de crise. Mon collègue Alain Griset prépare avec les restaurateurs. Attendez, Olivier Dussopt, vous savez, des la protocoles crainte d'ouverture que nous avons, que beaucoup de Français ont, c'est la double peine. C'est-à-dire, on subit les restrictions et en plus, c'est nous qui allons payer la facture, la fameuse dette par une augmentation des impôts. Nous avons dit et répété, et je le répète à nouveau, que nous ne voulons pas augmenter les impôts. C'est pas parce que vous le répétez qu'on va le croire. Ça, c'est votre perception. Non, c'est ce qui est dit dans les sondages. 76% des Français ne croient pas en la promesse de non-augmentation des impôts. Laissez-moi donner deux explications ou deux raisons pour convaincre, s'il faut convaincre. La première, c'est ce que nous avons fait depuis le début du quinquennat. C'est-à-dire la plus grande baisse d'impôts qui n'ait jamais eu lieu. À la fin du quinquennat, avec les mesures qui sont annoncées, les impôts auront baissé de 50 milliards d'euros en France. La moitié pour les ménages, la moitié pour les entreprises. Et nous considérons que sortir de la crise économique, relancer l'activité ne passe pas par une augmentation d'impôts. Nous considérons que la meilleure façon de rembourser la dette que vous avez évoquée, c'est de provoquer de la croissance et que quand on augmente les impôts, on ne provoque pas de croissance. Et oui, mais il faudra l'arracher peut-être avec les dents, cette croissance. Dites-nous, monsieur le ministre, sur un an, le coût total de l'épidémie, c'est 170 milliards d'euros, c'est presque 7% du PIB. Pourquoi, et je vais reprendre une expression que vous connaissez bien, ce pognon de dingue, il n'est pas aussi dépensé pour ouvrir des lits de réanimation qui sont les juges de paix de ce confinement? D'abord, vous avez raison sur l'estimation, et les 170 milliards que vous évoquez correspondent au passage d'un déficit de 2 à un peu plus de 2 à presque 10%. Vous évoquiez la question de la santé. Nous avons, au cours de l'année 2020, augmenté les dépenses de santé, et c'est normal, c'est légitime, de presque 20 milliards d'euros. En plus de ce que nous avons intégré dans les accords de Ségur négociés par Olivier Véran. Non, les lits de réanimation, tant d'argent pour soutenir l'économie. Pourquoi ça ne va pas pour la création de ces lits qui sont c'est bien en fonction de cela que l'on confine aujourd'hui. Le Premier ministre l'a dit hier, et Olivier Véran aussi. À chaque fois que des capacités de réanimation sont ouvrables, elles sont ouvertes, et les personnels hospitaliers se démènent avec les administrations de la santé pour le faire. Nous pouvons aussi dire et avoir un discours de raison et rappeler que ouvrir des lits, c'est bien et c'est nécessaire, nous le faisons. Il faut aussi qu'il y ait des médecins, qu'il y ait des réanimateurs. La Cour des comptes, et que ceux-ci je sais ne que se vous forment penchez pas sur ces rapports, jours. monsieur le ministre des Comptes publics. La Cour des comptes estime que les services de réa étaient très mal préparés. Allez-vous engager une réforme d'urgence ? Alors, d'abord, en matière de santé, des réformes, nous en faisons. Olivier Véran est à la tâche. Il faut d'abord saluer les personnels de santé, parce que ce sont eux qui sont en première ligne. Et la Cour des comptes a pointé que l'hôpital, avant cette crise Covid, a subi pendant 20 ans, plus de 20 ans même, des restrictions financières et un encadrement, une forme d'austérité. Je le répète à nouveau. Ça n'exonère pas votre responsabilité. Alors, dans les 20 ans, vous y êtes aussi. Exactement. Mais je souligne que de 2017 à 2020, avant la crise Covid, le niveau d'évolution des dépenses de santé était déjà plus élevé que les 10 années précédentes, que nous avions annoncé, avec Agnès Buzyn à cette époque-là, un plan hôpital à l'automne 2019. C'était un autre monde, déjà, quand vous nous parlez de ce nom. Je souligne à nouveau les effets, les engagements pris à l'occasion du Ségur qui sont mis en œuvre, ainsi que l'augmentation très légitime, je le répète, des dépenses pour faire face au Covid au cours de l'année 2020. La sortie de crise dépend surtout bien sûr de la vaccination et de son rythme encore très poussif en France. Il va y avoir la reprise du vaccin AstraZeneca avec malheureusement un manque de confiance. Mais combien d'ailleurs nous coûte, puisque vous êtes le maître des chiffres, la vaccination? Est-ce que cela a un coût? La vaccination a un coût comme les tests ont un coût. C'est l'occasion de rappeler que la France est un des seuls pays à permettre à ses ressortissants, à ses habitants, de ne pas payer les tests, avoir une gratuité totale, et c'est à souligner, l'année passée, les tests, en 2020, ont coûté à l'État, à la sécurité sociale, mais à travers l'État, un peu plus de 2,6 milliards d'euros. Pour la vaccination, nous avons inscrit dans le budget 2021 1,5 milliard de provisions. Ça coûtera plus cher. Ça coûtera plus cher, mais lorsque nous avons inscrit ce 1,5 milliard... Ça coûtera plus cher parce que vous n'avez pas prévu que tant de gens voulaient se faire vacciner? Non, ça coûtera plus cher parce que lorsque nous avons inscrit cette provision, c'était fin septembre, c'était un moment où nous ne savions même pas à quelle date les vaccins seraient prêts. Nous pensons que ça coûtera entre 3 et 4 milliards d'euros, mais c'est le meilleur des investissements qui soit. Ah oui, c'est le quoi qu'il en coûte vaccinal. C'est le meilleur investissement pour la santé et pour l'économie et pour la France. Et donc,
s'il y a une dépense sur laquelle il ne faut absolument pas mettre de frein, c'est la vaccination. Vaccinons-nous. Bien, c'est Faisons en sorte intéressant. d'être Vous vaccinés. nous dites le coût de la vaccination, mais dites-nous combien, monsieur le ministre, nous coûte en points de PIB les retards, les jours de retard en vaccination. Ça nous pénalise par rapport à d'autres économies et pays efficaces dans leur campagne, j'imagine. Le Premier ministre l'a rappelé hier, il y a, indépendamment de cette parenthèse sur AstraZeneca, un rythme de vaccination qui va permettre de tenir les engagements qu'il avait pris. Et donc, il faut tenir cette trajectoire, Mais il faut que la vaccination soit au rendez-vous. Oui. Mais vous êtes d'accord que, par exemple, par rapport aux économies, aux autres pays, les États-Unis, l'Angleterre, Israël, ils vont voir leur économie repartir et nous plus lentement. Je pense, et je le répète, que notre économie va bien rebondir. Vous avez cité 3 pays qui, effectivement, ont un temps d'avance sur les autres. Les autres pays européens, nos voisins les plus immédiats, sont, je crois, à peu près dans la même situation que nous. L'essentiel pour moi, c'est que cette vaccination nous donne un horizon, que cette vaccination nous permette de sortir de la crise épidémique, parce que quand on sort de la crise épidémique, on sortira de la crise économique. On va conclure, mais vous avez parlé justement de la crise économique. Est-ce qu'il peut y avoir une crise sociale et même au-delà? L'économie résiste, mais les Français beaucoup moins. Ils sont lassés, usés, pour certains abattus. Est-ce que vous craignez des tensions sociales, des bouffées de violence, voire plus? Il y a évidemment une lassitude, et elle est normale, on la partage. On vit toutes et tous avec des contraintes qui sont difficiles, et ce sont des décisions difficiles qui sont prises. Je pense que les Français ont tout à fait conscience que leurs efforts peuvent payer, que ce qu'ils font pour se protéger et nous protéger collectivement Parce que peuvent c'est le payer. dernier confinement. Je l'espère, comme tout le Jusqu'au monde. prochain. Mais vous savez, ni vous ni moi ne pouvons connaître l'évolution de la crise épidémique. Par contre, nous pouvons avoir le même espoir, c'est qu'on en sorte. Merci Olivier Merci à Dussopt. vous. Merci d'avoir été notre invité ce matin. Bonne journée à vous, ainsi qu'à nos auditeurs, bien sûr.